Et rebonjour à certains qui étaient là ce matin. Excusez-moi. À 13h, bon d'accord, fin de matinée. Il y a deux conférences proposées aujourd'hui par l'ALF, l'association des ludothèques françaises, et plus précisément l'association Midi-Pyrénées. Il y en a une à 13h qui était sur la création des jeux, de leur idée jusqu'à la commercialisation. Et la deuxième partie fait un peu suite à la première, c'est celle qui va avoir lieu maintenant. C'est sur l'achat du jeu et du jeu de société et sa vie en ludothèque, comment il est utilisé, par qui, etc., etc. Et on s'étendra aussi un peu sur d'autres lieux où on peut trouver les jeux de société. Il y a une troisième conférence ce soir, mais qui n'est pas organisée par la LF, une conférence sur les jeux de rôle. Je crois que c'est organisé par une asso de joueurs de jeux de rôle. C'est sur le programme, c'est à 19h. Pour... ah oui. L'ALF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une association qui regroupe les ludothèques françaises. Comme il y en a un peu plus de 1000, elle est déclinée en associations régionales. Il y en a, je crois, 17. Ça existe depuis les 79. L'objectif, c'est de créer un peu un réseau professionnel pour des échanges de pratiques, aider des créateurs de projets, des porteurs de projets, des gens qui veulent ouvrir une ludothèque. Être un lieu ressource en documents, mais aussi en conférences comme ça. Bon, enfin, le principe du réseau dans toute sa splendeur. Et c'est aussi décliné dans les associations régionales. Donc en Midi-Pyrénées, il y a à peu près 70 ludothèques. C'est la problématique qui est souvent retrouvée dans chaque asso régional, c'est d'arriver à créer du lien entre toutes ces ludothèques qui sont distancées souvent par des centaines de kilomètres. Il y a un site, vous tapez ALF sur moteur de recherche, bon, vous tomberez sur Alf, donc c'est pas ça, ça c'est le personnage là, de la série. Et par contre, une ou deux lignes en dessous, vous aurez Association des ludothèques françaises et vous aurez toutes les infos si ça vous intéresse, de savoir ce qui se passe sur ce réseau. Pour cette conférence débat, c'est le même principe que celle de ce midi. Qui était plus dans un échange. Donc questions-réponses, les intervenants vont se présenter et après c'est à vous de les solliciter, ils répondront, etc. Ce temps va être animé par Yves. Donc c'est lui qui aura le micro. Bonjour. Et qui donnera la parole. Moi je vous amènerai juste le micro dans vos mains. Dans vos mains. Bonjour à tous, Yves Roch, je suis au CA de la LF au tout début dans les années 80 et ensuite j'ai fait beaucoup de formations professionnelles et j'interviens autour du jeu. Je suis directeur d'une ludothèque municipale et président d'une association qui s'appelle les Enfants du Lude qui gère un ludobus et une ludothèque mobile. On a sur la région de Perpignan, c'est un peu sinistré au niveau des ludothèques, donc on est les deux seules ludothèques de Perpignan et on intervient relativement sur tout le département et quelquefois à l'extérieur. Donc je laisse mes camarades se présenter. Bonjour, moi je suis donc Anne Mazet, je suis ludothécaire à Condom. Originellement issue de l'éducation populaire. Je suis aussi responsable d'un club de joueurs qui utilise la ludothèque qui s'appelle Les Agités. Et j'ai aussi une expérience d'accompagnement d'un groupe de jeunes dans la création de jeux de société avec une auto-édition à la base de souscription. Voilà.
Bonjour, Sophie Drapier. Initialement en région parisienne en tant que ludothécaire en Seine-Saint-Denis, puis mutation professionnelle qui a fait que je suis arrivée à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées. Et là j'ai abandonné... Plus près. Oui, d'accord. plus près. Là, j'ai abandonné le monde de la ludothèque et j'ai créé Pause Ludique. Et en fait, je choisis des jeux et je fais jouer les gens et j'essaye de leur revendre des jeux. Voilà, ils les testent avant de les acheter en fait. C'est un petit peu ça l'idée. Je fais aussi de la formation en jeu pour les centres de loisirs, les écoles, enfin qui veut être formé. Et j'ai aussi un stock de grands jeux en bois géants qui permet toute la location et l'animation dans les kermesses, les anniversaires et autres. Voilà. Bonjour, Arnaud. Je viens de la ludothèque du Pays de Foix. Vous voyez, entre le pas de la case et ici. Et donc un endroit assez riche en population. Donc dans cette ludothèque, on œuvre sur les différentes facettes classiques d'une ludothèque, l'animation sur place, le prêt, l'accueil de tous les publics, tous les âges et sans condition d'accès particulier. Voilà. Donc une ludothèque vraiment rurale. C'est pour ça que je suis là. Ça se voit. Donc pour revenir sur la conférence de ce matin, les créateurs nous ont expliqué comment ils créaient, pourquoi ils créaient, quelle était pas trop leur motivation, mais surtout leur technique. Donc on a vu des choses qui étaient différentes. Mais la conclusion de la matinée était de dire, on est en 2013 et 2013, ou plutôt 2012 puisqu'on a des chiffres, c'est 1000 jeux qui arrivent sur le marché. 1000 jeux qui arrivent sur le marché. Je me rappelle mon époque où je suis tombé dans la marmite du jeu. Et mes premiers émois ont été sur un jeu de société qui s'appelait Marché Noir. C'était une édition après la guerre. Et j'avais adoré. J'étais tombé amoureux du jeu sur plateau ou du jeu de société. Après, j'ai connu évidemment le Monopoly. Et donc, dans les débuts des années 60, tous les jeux étaient sous licence américaine, dont on trouvait le Monopoly, et puis après Richesse du Monde, Risk, Cluedo, tous ces jeux-là. Et un jour, début des années 66, je découvre un jeu qui s'appelle le Go, Géo, totalement inconnu pour moi. Je devais avoir une quinzaine d'années. Et j'ai mis 10 ans avant de pouvoir y jouer. Parce que c'est vrai que dans ces années-là, il faut s'imaginer qu'on avait des téléphones tout juste à cadran. On ne jouait qu'en famille. Les jeux restaient à la maison. Et en extérieur, on n'avait pas de réseau, on n'avait pas de communication avec d'autres joueurs, ou très rarement. Donc j'ai bien mis 10 ans avant de pouvoir sortir de mon œuf, parce que le Go, j'y jouais tout seul sans rien comprendre, de trouver un joueur pour pouvoir y jouer. Et un jour, à une émission de télé, le jeu a été cité. Grande révélation, j'étais content. Et après, il y a eu des étapes comme ça qui m'ont marqué. Je n'ai pas forcément les dates en tête, mais notamment jeu Science et Vie. Pourquoi ? Parce que la dernière page de Science et Vie, un jour, on a parlé de jeux de société. Donc là, je déchirais la dernière page que je gardais précieusement, parce que j'avais trouvé quelque part quelque chose qui me passionnait et dont on parlait dans les médias. Après, petit à petit, j'ai vu l'éclosion de Mastermind, du Scrabble, mais le Scrabble, ça faisait longtemps qu'il y était, mais ce n'était pas forcément connu. Après, Science et Vie, ça a découlé sur la création de jeux et stratégies, où là, on s'est senti être entouré, être compris, de trouver des jeux, des textes, de pouvoir comparer. Et puis après, il y a eu le grand accélérateur de la toile, d'Internet, et à ce moment-là... c'est parti, j'étais le plus heureux des hommes parce qu'on pouvait tout voir, tout communiquer autour du jeu. Et en même temps, on est passé effectivement de quelques jeux par an où dans les années 80, j'ai toujours les mêmes moyens, mais je pouvais acheter toutes les productions de jeux qui sortaient sur l'Hexagone. Donc j'étais très heureux, le plaisir de découvrir des mécanismes de jeu, des jeux nouveaux. J'avais les moyens, parce que peut-être il y avait, je sais pas, j'ai jamais compté, mais entre 10 et 20 jeux qui paraissaient par an, peut-être moins, on pouvait avoir la possibilité de les acheter tous. Et tout d'un coup,
Maintenant, c'est plus possible. Et c'est la conclusion qu'ont donnée les créateurs ce matin. 1000 jeux, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, effectivement, il peut y avoir un jeu qui va se détacher de tous, qui va faire un carton. Je me rappelle toujours du succès du Trivial Pursuit. Parce qu'à l'époque, le Trivial Pursuit était sorti en France sous un autre nom. Il s'appelait Le Magistral. Et il y avait la photo de Pierre Bellemare dessus. Il n'y a pas un jeu qui a été vendu, ou très peu. 1 an ou 2 ans après, Trivial arrive. C'était simplement... voilà, c'est parti comme une traînée de poudre. Donc j'ai des tas de flashs comme ça. J'ai le Full Metal Planet pour ceux qui ont connu, ou qui connaissent, ou Anti-Gang de l'époque. C'était du ravissement. Maintenant, on est submergé partout. Pour en revenir à nous, donc ici on a différentes expériences, que ce soit de joueurs, même je pense si quelqu'un a essayé de la création parmi vous. Moi j'en ai eu une, mais c'était une création très spécifique parce que je fais beaucoup de formations professionnelles. Donc j'ai créé un jeu de simulation mais qui est resté comme un outil. Donc je crois qu'on peut répondre de savoir qu'il y a effectivement 1 ou 2 jeux qui vont sortir du lot sur les 1000, mais que deviennent les autres aussi? Ça c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant pour nous, de répondre. Les autres on les retrouve où, hein? Donc le premier thème ça sera l'achat, c'est-à-dire comment on les achète, comment on les choisit. Ensuite, quelle utilisation, effectivement, parce que les bibliothèques datent de 79, on est à plus de 1200, donc c'était des espaces qui sont dédiés aux jeux. Donc forcément, c'est là que se sont retrouvés les premiers joueurs, les premiers jeux de société. Mais après, le jeu a essaimé partout, à mon grand bonheur. C'est-à-dire qu'on trouve du jeu un peu partout maintenant. On en trouve en tant que dans les produits, on en trouve dans des clubs, dans des bibliothèques, dans des maisons des jeux, dans pas mal d'institutions, des hôpitaux, des écoles, des centres de loisirs, enfin un peu partout. Et ça, c'est un grand bonheur. Et je crois aussi qu'il faudra penser, mais ça, c'est pas le thème de notre débat, le concept de jeu, ce qu'est le jeu, et les outils et les objets qui permettent le jeu, qui sont ceux qu'on va discuter maintenant. Donc effectivement, savoir ce que deviennent les autres jeux et à quoi servent les espaces pour les présenter. Voilà. Merci, qui veut parler? Est-ce que déjà vous avez des questions à proposer? On peut tout simplement commencer par demander à chacun où ils achètent leurs jeux et comment ils les sélectionnent. Parce que c'est pour une majorité de personnes. Donc moi ma ludothèque elle a 20 ans, donc les classiques j'ai pas eu à les acheter, ils étaient achetés quand je suis arrivée. Maintenant ils sont là parce qu'ils doivent être là et je renouvelle parce qu'ils peuvent s'user. Ensuite je deviens raisonnable, je manque de place un petit peu, donc je suis obligée de faire des choix et ça pour faire des choix je viens dans des endroits comme ici. J'ai aussi donc créé un club de joueurs, donc comme ça je vois comment les joueurs réagissent à tel ou tel jeu. Ensuite j'écoute beaucoup les familles et je travaille en partenariat très, très serré avec une boutique spécialisée dont le propriétaire a un parcours de ludothécaire, de sciences du jeu, donc qui a du vécu lui aussi par rapport à ça, et qui connaît bien aussi, il participe à mes soirées jeux quand je fais des soirées jeux en ludothèque, et il connaît bien mon public, donc il arrive, il me fait une présélection pour les jeux de société. Hein. Il fait une présélection, moi j'ai un budget de toute façon, j'ai des locaux pas extensibles et un budget pas extensible, donc je suis obligée de faire des choix et je fais des choix. Actuellement, j'ai cessé d'acheter les jeux avec plus de 20 minutes d'explication. Je ne les achète plus, ces jeux-là. C'est le club de joueurs agités qui les achète. Donc ils sont présents dans ma ludothèque, mais dans l'espace de club de joueurs agités. Parce que de toute façon, c'est pas ces jeux-là que je mets en animation, et c'est pas ces jeux-là qu'on va me louer forcément. Mais il semble bien qu'ils soient dans ma ludothèque, et ils sont vivants, hein, on les anime par le biais du club de joueurs. Et petit à petit, on arrive comme ça à amener des gens à dire « Ah mais ça existe, oui ça existe. Ah oui mais là c'est long, j'ai pas le temps. » Venez aux soirées agitées, c'est libre, c'est tous les 15 jours, voilà. Pour ce qui est des jeux de société. Et donc je suis obligée cruellement de faire des choix chaque année. Et tout à l'heure je reprenais une expression, je dois mettre au régime ma ludothèque, c'est-à-dire qu'elle est menacée d'obésité.
et qu'il faut vraiment faire des choix. On est obligé. Voilà. Et donc pour les choix, j'écoute les adhérents, je travaille avec une boutique spécialisée qui me connaît bien, qui connaît bien mes adhérents. Et quand je peux, dès que je peux, je teste des jeux, je viens dans les festivals et je vais sur les sites web indispensables également. Voilà. Pour le cas de la bibliothèque de la communauté de communes de Foix, elle est assez vieille, mais le fonds de jeux de société était relativement pauvre, vu que le secteur en dehors de la petite enfance était peu développé encore récemment. Donc on a une logique d'achat de jeux pour compléter un fonds plutôt que pour se nourrir des nouveautés. J'en profite pour souligner un vrai problème qu'on rencontre, c'est la difficulté de trouver des classiques qui ont au moins 5 ans, des vieux jeux, donc 5 ans, avec une rotation dans les boutiques ou même directement chez les éditeurs assez rapide. Et c'est assez difficile, si on rate le coche, de recourir après une boîte. Donc ça pousse à des logiques d'achat. Faut fouiller sur les boutiques spécialisées, chercher qui a du stock. Et très pratiquement, moi je dépends d'une collectivité et j'ai du mal à faire des achats, des micro-achats dans 300 boutiques différentes. Donc ça c'est un vrai souci, ça montre aussi une sorte d'obsolescence du jeu par un marché qui sature, qui mange de la nouveauté assez vite et du coup vraiment du mal à trouver certaines de boîtes de jeux qui font pourtant qui peuvent faire référence dans le monde des joueurs, dans le monde des bibliothécaires et qui sont difficiles à retrouver. Je dirais oui, passé 5 ans, on ne retrouve plus certains jeux. Il y a des valeurs sûres qui sont éditées, rééditées, sur-rééditées, je ne sais pas trop comment dire. Et puis d'autres jeux qui sont pourtant d'une richesse thématique ou de mécanismes qui disparaissent très très vite. C'est même plus fort que ça, c'est que le dernier jeu As d'Or de Cannes, il a eu le As d'Or et il est en rupture. Donc ça c'est la question de pour compléter les fonds. D'ailleurs, sachant que du coup on se retrouve dans une logique où on est un peu poussé à suivre la nouveauté. Donc avec deux difficultés, comme on disait, comment découvrir, assimiler, manger 1000 sorties par an. Donc soit on n'aime pas dormir, on n'aime pas avoir des amis qui sont pas joueurs. Et puis on aime bien avoir une connexion internet et on est très content. Soit on a une autre vie puis on se débrouille. Nous on a choisi la deuxième solution. Et du coup on a aussi un problème de recul, parce qu'on se fait tous attraper, même si on essaie d'avoir un peu du recul sur les jeux, sur le fait que y a des jeux qui présentent bien, qui font du buzz comme on dit pour faire le malin. Et ces jeux-là, en même temps ils sont d'une pauvreté, passer l'effet de découverte, l'effet bruit. Et on est aussi vite, on a du mal à sortir de cet effet-là. L'effervescence, soit de communication, soit du microcosme joueur qui va s'exciter sur un truc avec 10 milliards de cubes en bois, mais qu'est-ce qu'on en fait, voilà. Donc sachant que derrière le jeu va rester 1 an en catalogue, donc comment on arrive entre la nouveauté et le jeu qui va disparaître, donc il y a vraiment un peu un truc de temporalité qui nous met pas très à l'aise, mais on s'en sort, un jeu d'or des fois. Je crois que c'est vraiment le revers de la médaille de passer d'un seul coup à de la rareté ou des choses qui étaient que distillées au compte-gouttes à une marée Donc pour la 2 chevaux obsolète d'Arnaud. Oui, ceci dit, le revers de la médaille, c'est là, c'est qu'effectivement, les jeux restent pas, on les retrouve pas longtemps. Donc aussi l'intérêt d'avoir des ludos, parce que certaines ludos ont justement ce pouvoir d'avoir conservé des patrimoines ludiques qu'on ne retrouve plus. L'intérêt aussi de se mettre en connexion, parce qu'on parlait de choix et de budget. Faut pas oublier que ces objets sont des objets économiques, donc ça a un coût qui des fois ça vaut pas le coup, comme dirait l'autre. Mais aussi l'intérêt dont on parlait chacun, comment nous fonctionnons au niveau des choix, de la mise en réseau. Sur Perpignan, on a donc une bibliothèque associative, une bibliothèque municipale, on a des associations de joueurs, on a des fabricants de jeux, on a des créateurs, on a des illustrateurs, et on a la grande chance on a poussé, nous, au niveau de l'association des enfants du Lude, de mettre tout le monde en réseau. Ça veut dire on a créé un collectif qui est un collectif autour du jeu.
Et ça permet aussi de pouvoir croiser les jeux qu'on ne va pas forcément utiliser dans certains ludos, des jeux dont les joueurs ont besoin et pas forcément en permanence, des jeux qui sont recherchés par d'autres, des exemples. Je veux dire, le réseau autour du jeu, c'est peut-être, ça c'est mon opinion, hein, la solution d'avenir, c'est-à-dire de parler du jeu dans sa globalité et d'essayer de fédérer ou de mutualiser à la fois les moyens, les liens et les relations avec tous les acteurs du jeu, quels qu'ils soient. Et pas rentrer, comme on peut le voir quelquefois, hein, dans des différences ou des chamailleries de chapelle parce que certains sont comme ci et d'autres comme ça. Alors, juste, oui, au niveau des... Parce que moi, en fait, je fais une présélection par rapport aux jeux que je vends après et en fait, je retrouve un petit peu le même problème. C'est-à-dire que quand je mets en avant un jeu, ça plaît énormément, mais c'est pareil, c'est pas plus d'une minute et demie d'explication de règles pour après pouvoir jouer pendant 5 ans. Voilà, c'est une présélection que moi, je fais pour les familles, puisque j'ai un public très, très familial. Donc, mais c'est pareil, après, moi, je suis confrontée à d'autres choses, du fait que les distributeurs ne veulent pas forcément travailler avec une toute petite boutique qui est vente à domicile. Donc voilà, moi j'ai encore un autre problème, mais ça, voilà. Sur les achats, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Bon, il faut voir aussi que j'ai vécu le virage. Le virage a été très brusque entre un moment où on pouvait acheter dans très peu d'endroits et un moment où tout s'est ouvert. Et c'est vrai que ça n'a pas été évident. En plus, un élément que moi je trouve assez délicat, c'est qu'on a peu de ressources de longue durée à disposition. C'est-à-dire qu'on a peu de catalogues édités par des professionnels hors catalogues commerciaux. Il n'y a plus de revues, il y a moins de revues professionnelles ou intéressantes. Là, par exemple, Jeux sur un plateau, qui était une revue référence, a disparu et qui avait l'intérêt de l'écrit, donc de pas être dans la rapidité. Poser un article écrit d'analyse d'un jeu qui sort tous les mois, c'est pas du tout la même chose que de lâcher un commentaire en 2 lignes en bas d'une nouvelle sur Trick Track. Et c'est ça aussi un outil manquant, je trouve, c'est une littérature qui prend le temps, qui n'est pas dans l'actualité pure, mais qui prend le temps d'analyser, de mettre en parallèle, de resituer un jeu par rapport à ses sources, de resituer par rapport à un thème, par rapport à un mécanisme, des choses comme ça. Voilà. J'insisterai, mais une fois de plus, on se retrouve encore dans quelque chose d'assez dans l'urgence. Hein, ça colle assez bien l'édition. Le monde du jeu tel qu'il est fait aujourd'hui et le monde des joueurs est quelque chose de très 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 rapide, c'est assez surprenant et à ma connaissance, c'est peut-être avec le jeu vidéo, le domaine culturel le plus rapide. On trouve pas la même chose dans le disque, dans le livre. On a le temps, on prend le temps. Il y a une culture, il y a des outils et nous on a un petit peu dépourvu d'outils qui nous aident à souffler, à regarder ce qui se passe. Même s'il y a des choses, hein. Peut-être à nuancer. Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Vous êtes itinérant dans les Hautes-Alpes. Bravo aux Toulousains d'avoir organisé cette belle manifestation. Je voulais quand même citer la revue Plateau, PLATO, qui est une revue francophone belge. Voilà. Qui a son intérêt, même si je trouve ça vraiment dommage aussi que JSP ait disparu. Je pense que nous, ludothécaires, on a aussi un gros rôle par rapport à faire vivre le réseau des petits magasins de jeux, de les nourrir, d'inviter aussi les joueurs qui veulent acheter des jeux à aller voir, à les fureter dans leur petite boutique. Aussi, je vois, nous on est dans les Hautes-Alpes, la préfecture, il y a 40 000 habitants, vous imaginez un petit peu la taille. C'est nous, ludothécaires, qui, quand on revient de Cannes ou quand on revient d'ici ou d'Essonne, qui allons voir nos petits magasins de jeux en leur disant tiens, moi je t'invite à acheter on était à Cannes, achète vite, trouve vite des Petits Princes, et ils en ont trouvé en anglais, mais bon, voilà. On a un rôle aussi de conseil auprès des magasins de jeux, et on essaye aussi de relayer par rapport aux familles qui veulent, ou aux individuels qui veulent acheter. Merci. Il est clair qu'on est tous des prescripteurs, hein.
par rapport aux familles et par rapport aux... Et c'est vrai aussi que dans le réseau, on n'en a pas parlé, j'ai oublié, c'est vrai que les boutiques, les vendeurs, les revendeurs de jeux sont inclus. Hein. Et c'est vrai, nous du moins, on est en permanence en relation avec eux. Je rejoins l'idée de la petite boutique. Dans mon cas, de toute façon, petite ville, petite boutique, donc ça va de pair. Il y a un problème que les petites boutiques soulignent, et je pense que le réseau des structures de bibliothèque peut être un soutien, c'est le problème du colisage aussi. C'est difficile de dire à une boutique, j'ai trouvé vraiment adoré ce jeu-là, il est très bien, tu peux en prendre 12 boîtes s'il te plaît, je t'en prendrai sûrement une. Sûrement un joueur va trouver ça bien, t'en prendras une, il t'en restera 10 à solder dans 5 ans, tu vas faire des affaires. Donc je me dis, c'est pas évident. Et le côté justement de se mettre en réseau et de se dire comment à plusieurs structures qui peuvent acheter, dire voilà, nous on s'engage d'acheter X boîtes sur ce colisage qui est un peu costaud. Même si, moi je suis pas c'est pas mon métier, hein, je suis pas vendeur de jeux, mais je crois qu'il y a un effort des éditeurs de réduire justement les colisages pour permettre un achat un peu plus facile. Hein. Moi j'ai entendu des colisages par 4, par 6 qui sont quand même plus accessibles et ça c'est aussi un élément important à souligner. Voilà. On a retenu l'immatriculation dans la deuxième voiture, on va gagner un jeu offert par la LF Midi-Pyrénées. Et oui, ce qui est encore plus chouette, c'est quand on arrive à faire collaborer plusieurs boutiques sur le même lieu. Ça aussi, on peut servir à ça parce que des commerçants qui ont la tête dans le guidon n'ont pas forcément le temps aussi de s'informer, de savoir ce qui se passe sur la ville. Et certains, de par leur personnalité, sont plutôt refermés sur leur boutique et d'autres ont plutôt tendance aussi à organiser des soirées-jeux. Arriver à les mettre en contact, c'est aussi un rôle qu'on a hein, et qui permet l'achat. Et c'est vrai qu'il y aurait beaucoup à dire sur les achats de jeux, sur les colisages. Bon, ce serait bien de pouvoir discuter avec les éditeurs du pourquoi, du comment. Voilà, sachant que nous atteignons la fin de la première demi-heure, donc si vous avez des questions, Sophie, pour conclure. C'était justement pour le colisage. Une fois qu'on a trouvé donc l'éditeur qui voulait bien vous coliser en effet à 6, 12 et maximum, certains refusent catégoriquement de travailler à moins. Donc, alors moi j'ai pas de porte, mais en plus certains donc refusent de travailler pour cause de faible colisage. Donc même si j'ai des demandes, je peux vraiment pas, je peux pas y répondre. Donc après mutualiser les boutiques, chez moi il y en a pas. Donc voilà. Mais bon. Bonjour. Donc, je voudrais vous poser une question parce que dans les ludothèques, vous pouvez avoir une clientèle famille et enfants. Et c'était concernant les jeux plutôt typés horreur, par exemple avec des vampires ou des zombies. Est-ce que pour vous c'est un facteur de blocage ou ça vous pose pas de problème de les installer en ludothèque ? La question, si j'ai bien entendu, hein, parce que la question c'est de savoir si la thématique du jeu peut poser des questionnements pour les installer en ludothèque. Hein. Alors moi je vais répondre à titre personnel. Hein. Après, je donnerai la parole à chacun. Effectivement, les ludothèques, il n'y a pas c'est pas hiérarchisé. Hein, on ne dit pas à toutes les ludothèques vous devez prendre tel type de jeu ou tel type de jeu. Notre souci à nous, c'est de pouvoir être des professionnels des objets de jeu. Ça veut dire pouvoir proposer des objets de qualité avec des mécanismes qui soient intéressants et qui permettent de générer du plaisir et qui permettent au public d'arriver dans une ludothèque, quel qu'il soit, de pouvoir jouer et jouer avec du plaisir. Donc le choix du jeu ne va pas s'arrêter, enfin pour moi ne s'arrête pas au thème. Le thème est symbolique. Le thème est révélateur. Le thème ne va pas générer un comportement particulier. Le thème peut être révélateur, mais le thème fait partie du plaisir et du symbolique que va mettre la personne à jouer. Ce qui est intéressant pour nous, c'est de pouvoir observer, de pouvoir mettre en jeu des personnes, des familles, des grands, des petits, des personnes porteuses de handicap, pas porteuses de handicap, de tous les âges, de toutes les générations. Donc il y a certains jeux, objets de jeu qui vont être très, je dirais, clean, politiquement corrects,
qui ne vont déclencher rien chez la personne. Donc l'intérêt du jeu, les mécanismes du jeu, l'investissement de la personne dans le mécanisme du jeu et le plaisir de jouer va être négatif. Ce qui est intéressant, c'est ce que la personne va y mettre et les compétences et les habiletés qu'elle va mettre en place dans le jeu. Et souvent, le thème, c'est juste un prétexte de valeur par rapport soit à l'environnement, soit à la famille, soit aux propres valeurs du ludothécaire. On est sur un domaine des valeurs. À mon sens, et je terminerai là-dessus, pour moi, nos valeurs passent après. Professionnellement, on est axé sur l'objet de jeu. Après, effectivement, on peut conseiller, on peut observer, on peut expliquer le thème, on peut voir le thème, mais ça ne retient pas le fait de dire je ne mets pas ce jeu ou je mets ce jeu ou je ne le mets pas en fonction de son thème. En général, en théorie, je ne vois pas de raison de ne pas avoir de jeu dans ma ludothèque. Par contre, je joue à tous les jeux que j'achète. Et donc, une fois que j'ai joué, je vais savoir où je vais le mettre. Et dans ma ludothèque, il y a des espaces de jeu avec des catégories de joueurs. C'est-à-dire petit, grand, moyen, voilà. Et pour donner un exemple, Zombie Dice, qui est une boîte avec des zombies, des squelettes, voilà. Et dans la catégorie, parce que c'est un mécanisme simple, très simple, je jette à dés, c'est je tente encore ou pas, qui tout double, il est dans la catégorie petit joueur, parce que je cours, mécanique simple. Mais c'est vrai que le design, c'est des zombies. Mais on explique aux enfants, et le grand méchant loup, de toute façon, il est pas cool, hein, par principe. Ensuite, un autre exemple, Petit meurtre et fait divers, c'est une autre mécanique, c'est un autre niveau, il y a du vocabulaire, et il y a une manière de jouer qui est plus orientée pour les adultes. Donc ce jeu-là, il va être du côté jeu adulte. Ils sont proches, hein, les jeux, les uns des autres, mais on marque une différence. Et on informe le public quand ils rentrent, on informe le public. Toi, ça va plutôt être les jeux à 1 ou 2 étoiles. Donc ils sont à peu près géographiquement situés par là. Vous, ça dépend ce que vous aimez, mais sachez qu'en tant qu'adulte, vous avez des jeux à 3 étoiles. Ado, adulte. Voilà. Ça... Vas-y Ludo. Non, c'est bon, il y a une question, mais... Oui, c'est une pratique similaire chez nous. Hein. Un exemple, Cash and Guns par exemple, un exemple de jeu qui pourrait poser question. Moi j'aime bien aller à la cinémathèque et voir Reservoir Dogs dans une rétrospective Tarantino, c'est plutôt bien. Et Cash and Guns c'est la même chose. Simplement je pense que quand je vais à la cinémathèque, je suis content que mon gamin qui a 3 ans aille pas voir Reservoir Dogs. Je suis content qu'un enfant qui a 3 ans n'aille pas forcément jouer pendant des heures à Cash and Guns. Hein. Je pense que c'est une question d'un objet culturel qui raconte quelque chose. C'est pas plus propre au jeu qu'à la musique. Après, on a... Oui, je pense pas qu'il y ait de code officiel sur les jeux, contrairement justement à d'autres objets. Hein, sur les disques, il y a des paroles explicites. Sur les jeux vidéo, il y a une codification. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Je sais pas si c'est très nécessaire d'ailleurs de codifier de manière institutionnelle l'âge ou l'accessibilité d'un jeu. Voilà. Ensuite, je pense que c'est la question générale des jouets. Hein. Moi, des fois, on se pose cette question. En même temps, on peut être au moins autant choqué de jeux genrés, de jeux symboliques pour les tout petits qui sont ultra genrés et qui peuvent poser au moins d'autres questions, mais peut-être même de manière plus permissive et beaucoup plus admise. Donc, je pense qu'on peut peut-être au moins se poser la question des types de déguisements qu'on propose aux petites filles, aux petits garçons, que des zombies tueurs de gobelins dans nos jeux d'adolescents de 35 ans. Juste une réflexion personnelle. Par exemple, un jeu comme Brain Jazzette adulte, il y a des questions qui sont sur l'amour. Voilà. Que moi, j'adore y jouer. Brain Jazzette couple, j'adore y jouer à titre personnel. Mais par exemple, Brain Jazzette, les questions sur l'amour, je vais dire qu'elles y sont, mais je vais pas l'animer avec et je vais dire aux familles, mais à vous de c'est vous qui allez l'animer parce que c'est un domaine qui me concerne pas. Et puis je voulais rebondir aussi par rapport au choix des jeux en ludothèque. Si j'avais un grand budget et une ludothèque fixe, par exemple,
tiens, quand je vois à Noël la pub démoniaque qu'il peut y avoir sur certains jeux à la télé, j'aurais envie d'acheter ces jeux et de les mettre en évidence en disant, voilà, nous avons acheté ces jeux pour vous permettre de les expérimenter, de vous faire vous-même votre propre avis avant de les acheter. C'est souvent de la daube. Parce que surtout des jeux de licence, on donne tellement de sous à la boîte de la licence qu'il n'y a plus de sous pour payer l'auteur. Mais je me dis, tiens, c'est intéressant de permettre aux familles de découvrir ça pour pas se faire gruger et l'acheter éventuellement en toute connaissance de cause. C'était un petit témoignage. Dans partie de notre débat, c'est-à-dire que fait-on des jeux achetés? Comment les utilise-t-on? Comment les présente-t-on? Comment on les classifie si on veut aussi? Comment on les présente et pour qui et comment? Donc des réponses ont été apportées, mais c'est vrai aussi qu'on est là pour faire découvrir. La découverte fait partie du plaisir. Et c'est vrai que proposer des jeux, même comme Domi disait, même les daubes, il faut goûter la daube pour pouvoir savoir ce qu'est la daube. Mais c'est vrai aussi que dans le monde rapide que nous a décrit Arnaud, le monde virtuel, rien ne vaut, et même les auteurs en ont parlé, rien ne vaut le vrai jeu. Le jeu qu'on va toucher, le jeu auquel on va jouer, le jeu qui va servir de média entre tous les joueurs, le jeu que je vais partager avec les autres, avec papa, maman ou avec les autres personnes de la ludo. Rien ne remplacera l'expérience, comme dirait notre ami Piaget, sensorimotrice, de l'objet. Et pour pouvoir essayer l'objet, il faut bien trouver des lieux. Et les lieux, c'est les ludos, c'est les clubs de jeux, c'est partout où ces objets vont, c'est les festivals. Mais si vous regardez même, comme on parlait de trick-track, de films vidéo, d'explications de règles, c'est vrai que c'est très pratique pour expliquer la règle, pour voir le jeu, mais on n'a toujours pas le goût. Le goût du jeu, c'est ici. Ils sont tous là derrière. C'est nous, c'est les ludos, c'est les clubs de jeu. Après, effectivement, je pense qu'on a aussi des applications différentes et des formes d'animation du jeu différentes, suivant nos personnalités, suivant nos équipes et suivant nos associations. Le festival du jeu à Toulouse, c'est plusieurs associations. Chaque association et chaque groupe a sa personnalité et l'approche du jeu est différente. L'animation du jeu. Par contre, ce qui nous réunit, c'est l'objet de jeu. Et ça, c'est super parce que, comme je vous disais, dans les années 70, j'étais tout seul, je pleurais, j'attendais. D'autres questions sur comment on procède en ludothèque? S'il y a d'autres... Donc après, au niveau des présentations de jeux, je dirais, c'est le jeu du mois, c'est les nouveautés, c'est venez essayer, c'est des programmes à thème, parce qu'on a vu aussi que les auteurs, dans leur création, c'était ou le thème ou le mécanisme, ou les mécaniques. Alors on peut soit faire des espaces ou des lieux ou des soirées à thème, c'est-à-dire aujourd'hui ça va être la bouffe, ou alors on peut faire des soirées sur des mécaniques, c'est-à-dire sur des jeux à information incomplète, c'est-à-dire ça peut être des jeux de bluff, des jeux d'enchères, des jeux de stratégie, des jeux qui mélangent plusieurs mécaniques. Ça permet aussi de faire découvrir les jeux manquants sur les 1000 qui vont sortir. J'ai une petite question, une fois qu'on a mis tout ça en place. On a parlé des achats et qu'on a parlé beaucoup des boutiques spécialisées. Et on n'a pas dit que le chiffre quand même, par famille, c'est un jeu par an de jeux de société achetés. Et que ces jeux-là, ils ne sont pas achetés en boutique spécialisée, ils sont achetés à Noël, comme disait Dominique. Donc voilà. Donc moi, mon public privilégié que je cible, c'est celui-là, bien sûr. C'est ce public qui va acheter dans les grandes surfaces à Noël les jeux, qui va y jouer juste un petit peu et pas y rejouer. Il faut savoir aussi que quand on présente des jeux de société en ludothèque, on va avoir des publics qui ont, je dis des publics exprès, parce qu'il y a le public scolaire, il y a le public troisième âge, mais il y a aussi le public famille, qui a une pratique différente. Tout à l'heure, Yves Roch disait, le jeu, autrefois, il était privé en famille. Aujourd'hui, c'est plus le cas.
Ce midi, les auteurs nous ont expliqué qu'ils ont baigné dans les jeux de société depuis tout petit, qu'ils ont collectionné les jeux de société, ils ont cultivé leur connaissance de mécanismes, ils ont travaillé ça de manière de plaisir avec leur envie, mais avec ça, ils ont de manière empirique acquis des connaissances. Et que tous les publics qui arrivent en ludothèque, ils n'ont pas tout ce parcours-là. Donc il faut arriver déjà à cibler à qui on a affaire. Quels sont les joueurs? Tu veux faire un jeu de société? Oui. À quoi tu joues? Au Monopoly. Bon, on va faire un Monopoly. Hein, c'est bien. Super. Tu préfères pas la bonne paye? Parce que souvent ils connaissent pas forcément la bonne paye. Bon, et ils vont jouer à la bonne paye. Et puis ils vont jouer pendant 3 mois, ils vont faire que ça. De la bonne paye, de la bonne paye. Vous pouvez plus le voir, la bonne paye. Hein. C'est comme le Jungle Speed, hein. C'est fini, moi je peux plus. Hein. Mais c'est des super jeux. Faut pas le nier, ça marche. Et petit à petit, comme ça, j'ai envie de dire, on construit, on fabrique, on éduque le public. Et notre mission, la mise en jeu, la situation de jeu en animation, elle est là, l'objectif c'est de montrer aux gens, en commençant par ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ont envie, et d'avancer pas à pas avec eux. Ça veut dire que les ludothèques, elles ont une force, c'est qu'elles sont ouvertes, elles sont pérennes, et il y a des professionnels dedans qui savent amener ce genre de démarche-là. Voilà. Après, bien sûr, il y a les tournois, il y a les ludo-soirées, voilà, tout ça. Donc on a bien compris aussi que l'espace ludo accueille. Hein, l'espace ludo accueille depuis un certain nombre d'années, bientôt plus de 30 ans. Mais effectivement, il y a aussi d'autres formes qui apparaissent, dans les associations de joueurs qui sont arrivées un peu plus tard. Et je pense que Sophie va pouvoir parler de son expérience, qui est de non pas accueillir, mais de rentrer et d'aller dans les familles. Donc, est-ce que tu ressens les mêmes approches? Est-ce qu'il y a des choses différentes? Puisque tu connais aussi les ludos. Comment tu vis tout ça? Alors, en fait, l'idée, c'est que comme les personnes ne se déplaçaient pas forcément dans les ludothèques, c'est pour ça que j'essaye donc de rentrer chez eux, donc en reprenant le concept Tupperware, pour ne pas le citer. Je m'installe avec mes caisses de jeux et on joue l'après-midi, la soirée, comme les gens le désirent, comme les personnes le désirent. Sachant que, alors moi, j'ai fait sciences de l'éducation et sciences du jeu et ludothécaire, donc je n'ai pas vraiment la fibre de vente. Donc en fait il y a beaucoup de conseils et de retrouver le plaisir de jeu. Donc ce que je veux expliquer aux personnes, c'est que s'ils m'achètent pas un jeu, c'est pas très grave, ils vont pas m'acheter un jeu pour me faire plaisir. Ça, j'en suis pas encore là, je sais pas faire. Et donc c'est de leur montrer le plaisir de rejouer en famille et autres, des petites choses qu'ils ne connaissent pas forcément. Et en effet, au début, c'était mais t'as pas de Monopoly, t'as pas d'échecs, t'as pas de dames. Non, j'ai autre chose. Ah mais non, on veut pas. Donc une fois que ce cap est passé de découverte, ah bah oui, en fait c'est pas si compliqué que ça. Là on peut s'installer, on peut jouer et honnêtement il y a des soirées qui durent très tard. Et mais tout ça, vraiment leur montrer le plaisir de jouer et voilà. Et le fait de rentrer chez eux, c'est une autre démarche. Hein, il faut qu'ils m'acceptent. Après c'est un moment convivial et on oublie complètement le lieu. Donc c'est intéressant aussi, sachant que nous, moi en Midi-Pyrénées, je suis vraiment la seule et qu'il n'y a pas de petits magasins spécialisés. Donc en fait c'est soit les grands distributeurs, soit moi. Donc j'ai un petit avantage là-dessus. Mais c'est vrai que ils ne vont pas forcément en ludothèque. Nous il y a une ludothèque dans tout le département. Donc forcément les gens de la montagne ne viennent pas à la ludothèque. Donc c'est là la démarche qui les intéresse et qui commence à apprendre. Il y a des alors moi j'ai des trucs qui me viennent à l'esprit. Qu'est-ce qui fait la différence alors en restant dans le jeu de société, qu'est-ce qui peut faire la différence entre une asso de joueurs qui se retrouvent là, qui vont jouer ensemble au jeu qu'ils ont envie de jouer, et une ludothèque où on irait pour être conseillé ou même pour jouer, faire un peu la même activité? On a dans les ludothèques une grosse partie du public qui est captive en fait. On a un paquet de gamins trimballés par des éducateurs, des enseignants, des animateurs, plein de gens
très sympas au demeurant et qui emmènent des enfants dans les ludothèques, donc qui sont quand même plutôt avant tout captifs, qui n'ont pas choisi la venue sur le lieu. On a aussi beaucoup de parents qui se considèrent comme captifs de l'accompagnement de leur enfant, qui se positionnent pas en tant que joueurs mais comme accompagnants. Donc je pense qu'on a, contrairement à l'assaut de joueurs, on a une démarche plutôt volontaire, on est à peu près libre de rentrer dans des assauts de joueurs. On a un public qui en fait finalement a peu décidé de venir jouer et peut décider de venir jouer de la manière dont on va lui proposer. Et contrairement à ce qu'on croit généralement, je crois qu'on se fait souvent illusion, on a beaucoup de public captif, pas exactement libre de sa venue et des conditions de sa venue. Moi je m'amuse à dire que j'imagine le travail de bibliothécaire comme celui d'un DJ. C'est-à-dire qu'en fait à un moment on a des gens qui... Ah oui, attention, on peut avoir des bons disques, mais si on met mauvais disque au mauvais moment, ça marche pas, donc c'est pas le fond en soi qui va marcher. Et puis le bon bibliothécaire, c'est comme le DJ qui vous permet à la fin au bout d'une heure, là, vous dansez sur la compagnie créole. Normalement, vous avez honte, et là, vous êtes en train de le faire. Et le bon bibliothécaire, c'est celui qui, vous êtes là dans la bibliothèque, vous savez pas pourquoi vous êtes là, et au moment où vous faites un jeu, vous pensez même pas que ça pouvait être aussi passionnant de compter des petits cubes en bois, qu'elle allait faire des points de victoire, un truc quand même, waouh, assez excitant. Et je trouve que c'est assez là où on gagne en fait, c'est quand on arrive à trimballer le public, à le rendre un petit peu, à partir dans un voyage, et à la fin, il s'est retrouvé ailleurs d'où il était, et voilà, c'est ça. Et là, alors que le joueur, lui, en fait, il vient au même club tous les soirs, il veut toujours le même morceau, et de toute façon, il s'en fout, il sait ce qu'il y a comme morceau chouette à écouter à la radio, donc il veut les manger. Donc voilà, il y a cette différence qu'on a de, voilà. Captif, c'est peut-être un gros mot, mais je pense qu'on a quand même chose à réfléchir sur cette venue des publics en ludothèque. Je crois que l'image du DJ, on va la garder, hein. Arnaud. C'est vrai qu'on se considère comme des professionnels de l'objet, donc effectivement on connaît nos morceaux, on connaît, il faut observer et après pouvoir proposer au bon moment, comme tu disais. Le joueur va, et surtout le spécialiste qui va se faire plaisir vraiment sur des morceaux qu'il aime, sur une thématique qu'il aime, partager avec des personnes qu'il aime, et ça n'empêche pas après qu'on puisse effectivement se retrouver autour de ces fameux objets de jeu, quoi. Alors moi j'ai un statut un petit peu particulier puisque ma ludothèque héberge le club de joueurs dont je fais partie, et c'est vrai que ma démarche sera différente quand je suis en ouverture ludothèque ou quand je suis en joueur. Et en même temps, il y a un aspect convivialité dans les clubs de joueurs qui n'est pas forcément de la même manière dans les ludothèques. Surtout que les ludothèques, il y a quand même des enfants, et que quand mon club se réunit, de toute façon c'est clairement dit dans les statuts, c'est réservé aux plus de 12 ans. Donc c'est annoncé la couleur, donc ça donne encore une autre ambiance. Ensuite, les joueurs veulent toujours la même chose, mais comme on est plusieurs et qu'on est nombreux et qu'il faut bien qu'on s'accorde sur quoi on va jouer, et certains font des concessions quand même. Et donc nous, dans notre pratique, c'est toujours essayer de faire 2 tables de jeu, une table gros gamer, on va dire, qui a envie de se prendre le chou, comme on dit, puis une autre table qui a plus envie de jeux dits d'apéro, jeux conviviaux, jeux... On va pas se prendre la tête ce soir, je suis fatiguée, on est vendredi, j'ai eu une grosse semaine. Donc voilà, il y a toujours à peu près ces 2 types de propositions qui sont faites. Et ça, c'est pas moi qui l'anime, c'est pas moi qui le manage. Et moi, je prends grand plaisir à ce moment-là à aller jouer dans les tables où justement les petits cubes, les points victoires, tout ça, je vais m'éclater. Voilà. C'est vrai que après, dans mon idée, c'est que la ludothèque et le club de joueurs, c'est une symbiose. Et quand je disais que j'achetais plus les jeux gros gamers, plus de 20 minutes d'explication, c'est aussi pour valoriser aussi le club de joueurs AJT, puisque les jeux sont à la disposition gratuitement pour tous les membres d'AJT. Donc si vous prenez l'adhésion au club d'AJT, vous avez accès aux jeux d'AJT. Et ces jeux sont choisis de manière collaborative sur chaque budget, chaque année. Donc voilà, c'est un peu différent quand même effectivement que la ludothèque. C'est beaucoup plus collaboratif qu'un professionnel derrière qui a des objectifs. Il n'y a pas d'objectif à part le plaisir dans le club de joueurs. Mais c'est vrai aussi que pour être dans le même cas qu'Anne, mais encore plus, la ludothèque sert aussi d'espace pour un club de jeu.
enfin pour de gros joueurs. L'avantage aussi d'être en symbiose, c'est qu'on partage l'espace. Et l'espace, nous, on n'a pas la clause de dire interdit au moins de 12 ans, même s'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui viennent. Mais quand les enfants viennent, ils peuvent aussi utiliser la ludothèque en même temps, puisqu'on a une ludothèque qui permet d'avoir plusieurs espaces. Et l'espace de jeu peut être laissé aux gros joueurs et en même temps pouvoir permettre à tous les autres types de jeux et de jouer, puisque forcément on n'a pas que des jeux dans la ludothèque. Et c'est vrai que cette symbiose ou cette collaboration ou ce circuit permet des informations, permet des choix, permet des tas de choses qui font que le jeu est reconnu et le jeu met en avant aussi la culture ludique de chacun. Et on voit que le jeu et encore on n'aborde pas, enfin pour nous c'est le cas, c'est qu'on a de plus en plus de demandes sur les jeux traditionnels. Alors pas forcément sur des jeux surdimensionnés ou des jeux géants, mais sur des jeux de cartes, des dominos, sur des jeux traditionnels de la région, du moins pour nous. Et c'est qu'on a un regain de joueurs sur des jeux traditionnels de la région. Et au-delà, donc, des joueurs qui viennent pour le jeu traditionnel, qui vont s'intéresser aux nouveaux jeux, qui ne connaissent pas du tout les jeux qui vont arriver. Et effectivement, ça crée un réseau. Et ça crée et ça crée une autre réflexion sur la culture ludique. Alors, vous avez le droit d'intervenir. Bonjour, je voulais vous demander aujourd'hui, les bibliothèques, elles se sont agrandies, elles ont accueilli pas que le livre et donc d'autres médias, et donc elles sont devenues ce qu'on appelle des médiathèques, et elles accueillent donc des objets culturels. Je vous ai entendu parler du jeu comme un objet culturel. Est-ce que le jeu a sa place aujourd'hui au sein des médiathèques ? Tanneville, parce que les médiathèques datent pas d'hier. Enfin, datent pas d'hier. À un certain moment, on a parlé médiathèque, ça a été la mode. Les municipalités, les agglos ont créé des médiathèques. Et souvent, pas toujours, parce que sur Montpellier, c'est un contre-exemple, mais quand on allait toquer, soit sur les porteurs de projets, soit sur les politiques, soit sur les médiathèques en disant « nous, c'est le jeu », la porte se refermait si ce n'était pas le coup de pied au... Donc voilà comment réagissaient les médiathèques à leur départ. Pas toutes, effectivement, je ne fais pas une généralité. Et c'est vrai que maintenant, on voit apparaître des objets aussi de jeu dans les médiathèques. Hein. Donc voilà, c'est juste un constat pour alimenter votre réflexion. Il faut savoir aussi qu'on trouve aussi certains livres dans des bibliothèques. Et c'est pour rebondir justement donc à Saint-Médard-en-Jalles, en Gironde, il y a une ludomédiathèque qui est en train de se mettre en place. Voilà. Et donc ils mettent vraiment la ludothèque en avant, mais l'idée c'est qu'il y ait vraiment tous les objets culturels mis en place. Donc pour rebondir un petit peu sur ça. À votre mémoire, sur la médiathèque de Montpellier, non seulement c'est historiquement la ville de Montpellier dans les années 80 avait énormément de ludothèques, puis pour diverses raisons ça s'est un peu étiolé et il y a eu les médiathèques sont arrivées et le jeu a été réintroduit, les ludothèques se sont rapprochées de la médiathèque et sur Montpellier il n'y a pas un festival de jeux, il y a un festival de jeux, mais il y a pendant, c'est tout nouveau, ça dure 5 jours ou 15 jours, une quinzaine autour du jeu sur tout Montpellier et dans tous les domaines. Donc ce serait intéressant peut-être pour vous, si vous voulez avoir des éléments, de vous rapprocher de la médiathèque. Mais je dois avoir les coordonnées si ça vous intéresse. Voilà. Et juste à titre informatif, en fait, sur Toulouse, il y a une médiathèque en Palo, en fait, qui accueille une ludothèque dédiée aux 6-14 ans, en fait. Donc voilà, si vous avez l'occasion de pouvoir y aller, vous pouvez vous renseigner là-bas aussi. J'ai été un peu ludothécaire sans être diplômée dans la région parisienne, mais voilà. Est-ce que justement les médiathèques, parce qu'il y a de moins en moins de gens, de par leur concept, elles courtisent ce jeu-là un petit peu. Vous comprenez le livre, voyons le jeu, comme vous disiez, et donc maintenant elles courtisent parce que c'est une image au service d'une vitrine politique. Je sais pas. Est-ce que en fait l'identité de la ludothécaire, est-ce que la ludothèque elle doit être une identité
à part entière, ou bien pourquoi pas ce côté courtisan, on l'accepte, et que le jeu c'est un objet culturel qui va avec les modes, la civilisation, qui on transparaît notre histoire, bon, et qu'à ce moment-là, oui, les jeux ont leur place au même titre que les CD et que les jeux vidéo et le livre comme un objet culturel. Enfin, oui, après. Est-ce que c'est un phénomène de mode ou est-ce que ça a sa place à côté du livre ça existe depuis la nuit des temps, hein, le jeu. Alors moi je ne travaille pas avec la bibliothèque, médiathèque de ma ville, mais je serais enchantée de pouvoir travailler avec elle. Tout est dans la forme et la méthode. C'est pourquoi faire. Voilà, pourquoi. Donc effectivement, là dernièrement j'ai été contactée, mais on va apprendre à se connaître avant de travailler ensemble. On va apprendre à savoir nous ce qui nous intéresse, eux ce qui les intéresse, et à partir de là on va essayer de trouver un terrain d'entente. Après, tout à l'heure ça a été très rapidement évoqué, les droits d'auteur en France sont pas reconnus. Donc pour ce qui est de l'objet culturel, je suis pas sûre que les jeux de société soient des objets culturels comme les autres. Parce que déjà il n'y a pas le statut de droit d'auteur. L'idée, ils l'ont dit, hein, c'est difficile maintenant de ne pas faire de plagiat. Enfin bref, les idées, tout le monde les a et il y en a trop qui sortent, on ne peut pas faire attention. Et donc rien que ça déjà, c'est pas des objets culturels de la même manière. En plus, ça se consomme pas de la même manière non plus. Je veux dire, le CD, la musique peut-être, mais il faut être plusieurs pour jouer. Il faut, voilà, c'est pas tout à fait identique pour moi. Ce qu'on peut remarquer aussi, par contre, sur la durée, c'est l'apparition et la citation des auteurs de jeux. Il y a quelques années, il y a 10 ans en arrière, rarement on citait un auteur de jeu. On commence à avoir des réflexes de dire « Ah tiens, moi je veux le dernier Knizia, je veux le dernier Kramer, je veux le dernier Feluti, etc. » Ou certains joueurs qui sont accros, hein, à certains auteurs et qui ne jurent que par eux. Donc c'est déjà aussi une forme de reconnaissance. Il est évident que au niveau des ludothèques, nous n'avons non plus pas de statut. C'est-à-dire on n'a pas de statut véritable de ludothécaire. Donc, suivant la ludothèque, on va faire partie de la culture, de l'animation, du service social, etc. On est trimballé à droite et à gauche, et effectivement ça aide pas. Après, si on passe le pas du ludothécaire et si on parle pour moi du jeu en général, effectivement le jeu il est partout de plus en plus. Après, la réflexion autour du jeu a évolué avec les années, en particulier du jeu de société. Culturel, il va le devenir, je pense, parce qu'effectivement, quand vous prenez, on parlait du patrimoine des objets de jeu, il y a certains jeux à certaines époques qui sont tout à fait représentatifs de l'activité, de la forme d'activité sociale, et de la forme des mentalités, tout ce que vous voulez, de l'époque. Hein, et on ne sait pas comment ça va évoluer. Les débats, les conférences, les festivals sont là aussi pour faire évoluer le jeu. L'université d'été des ludothèques aussi sur Toulouse. Et de plus en plus d'auteurs, le DESS Sciences du jeu. Et il y a de plus en plus d'auteurs ou de chercheurs qui travaillent autour du jeu. Il y a 30 ans, vous faisiez le tour chercheurs français, vous aviez 15 personnes, 10 personnes, 20 personnes. Maintenant, effectivement, dans différents niveaux, le jeu est reconnu, en tant qu'objet ou en tant que concept. Après, les choses vont évoluer, on est là pour le vivre, à nous d'essayer de façonner tout ça dans le bon sens. Il y a une intervention. Ok, et bibliothèque. Dans les Hautes-Alpes, j'ai rencontré le directeur de la bibliothèque départementale de Presles, la BDP, qui m'a dit que lui, sa conception du livre, c'était pas l'objet culturel avec un grand Q, mais c'était le lien, voilà, l'aspect lien social, et que ça lui semblait vraiment très intéressant qu'il y ait des passerelles entre le ludothèque et bibliothèque. Et moi qui anime une ludothèque itinérante, et le projet de Ludambule, c'est aussi de soutenir la création de ludothèques par les habitants. Il y a 3 bibliothèques qui accueillent aussi une ludothèque. Alors
j'anime des formations aussi pour la BDP qui s'appelle tiens, pourquoi pas une ludothèque dans ma bibliothèque. Et petit à petit, ça commence à faire son chemin, alors que la première année où j'avais vu la BDP, la directrice m'avait complètement banané. Heureusement que l'élu chargé de la culture lui avait passé un petit coup de fil en lui disant je viens de dire à Madame Dumest que vous deviez être pour elle un interlocuteur privilégié. On a pu monter des choses ensemble. Après, là peut-être des petites luttes. Voilà, nous on est en milieu rural, les choses se font peut-être de façon plus facile, mais c'est pas des vraies ludothèques quelque part, parce que je pense que il faut une équipe, des personnes plus formées, mais au moins quand même le jeu peut trouver sa place en milieu rural dans ces petites bibliothèques. Ça évolue aussi en ce moment, vu que les identités professionnelles des différents intervenants évoluent. Je pense que le profil moyen du ludothécaire change. Peut-être du ludothécaire maintenant, et pas forcément de la ludothécaire qui était une réalité absolue jusqu'à il y a peu de temps encore. Il y a des hommes qui font ludothécaire et qui sont pas spécialistes de la petite enfance. C'est quand même un énorme... Ça existe, il y en a quelques-uns dans ce monde. Voilà. Et on a même aussi des fois dans la bibliothèque des gens qui sont pas que dans la conservation du document, mais qui ont une notion de médiation culturelle, des choses comme ça. Donc je pense que les évolutions des deux métiers conjointes un petit peu vont aussi créer des ponts, des manières d'agir ensemble. Moi je trouve qu'un exemple, et je suis pas un grand fan de jeux vidéo, il y a beaucoup d'exemples au Québec de place du jeu vidéo en bibliothèque, avec des ateliers contes autour du jeu vidéo, des trucs qui sont complètement surprenants, novateurs, et je pense que c'est là-dessus que ça va se créer. C'est pas en restant nous on a toujours fait du jeu, ça a toujours été comme ça, nous le livre on sait que c'est comme ça, on essaie d'être copains, mais c'est qu'on va se créer des nouvelles façons de concevoir, les objets vont évoluer, c'est là qu'il va se passer des choses. Donc voilà, je pense que c'est de fait avec les évolutions des métiers, des structures, les liens vont se créer, mais sur des nouvelles formes. À la limite, on ne sait pas trop, et tant mieux, parce que si on essaie de garder chacun nos bonnes vieilles formes, on ne va pas se comprendre. En même temps, si le TKR assume un peu un côté conservation, ça pourrait aussi aider à rentrer dans les bibliothèques. Et si les bibliothèques mettent en avant l'idée qu'un public peut être au bout d'un document, ça peut aussi aider. Je pense que ça va aider à nos rencontres. J'ai juste envie de dire que je partage cette idée qu'on pourrait faire un débat différent qui serait sur la culture. Et bon, c'est pas celui-ci ce soir, mais par contre le mix de ces bon, le mix de ces objets là, le livre, le CD. Ça me semble une évidence qu'un jour ils se retrouvent quand même tous ensemble dans un même lieu et qu'ils soient partagés par tous. Je vais encore ouvrir une porte, mais on a parlé de l'objet, on a parlé de l'objet vu par des bibliothécaires, par exemple. Mais souvent, ou les familles, ou le public, on voit l'objet. Mais vous savez qu'à l'intérieur de l'objet, vous le savez tous, surtout dans les jeux, il y a la règle. Et ça, on l'a pas évoqué ce matin. Mais la règle est un facteur important au niveau des achats. Parce qu'une fois, vous avez acheté un jeu à 30 €, qui était beau, qui faisait envie, où il y avait une bonne pub, et quand la famille ouvre et que la règle est incompréhensible, on ne se refait pas avoir deux fois. Et là aussi, le rôle des ludos, c'est de pouvoir repérer tous ces anachronismes, des jeux qui sont très beaux, qui sont bien, mais on sait très bien que quelqu'un qui n'a pas l'habitude, une personne qui n'a pas l'habitude de la lecture des mécanismes de jeu, va être totalement perdu et le jeu va plus avoir de fonction. Et ça aussi, c'est notre métier, chose que ne voit pas forcément les autres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui commence à être travaillé chez les éditeurs, parmi les joueurs, etc. Et c'est vrai qu'il y a même la différence. Par exemple, un ludothécaire va jouer, va adapter les règles, va expliquer la règle, va voir les bugs. Un club de joueurs certains vont essayer de trouver le bug dans la règle, ou le bug qui permet de toujours gagner au jeu, et va rejouer 3000 fois, dont je connais certains qui ne jouent plus à certains
un jeu parce qu'ils ont trouvé la solution ultime et gagnent à chaque fois. Je veux dire, tout ça, tous ces facteurs font aussi que l'achat n'est pas facile et qu'on a tous un rôle à jouer sur la reconnaissance du jeu et sur son évolution. Maintenant, comment ça va évoluer suite pour quelques prochains festivals. Profitez. Merci. Oui, en fait, il y a quelque chose que je comprends plus très bien là. C'est au niveau de votre statut finalement. On est en train de parler de quoi là? D'organisme public, d'organisme privé. Vous disiez que vous n'aviez pas vraiment de statut. Puis j'entends parler de science du jeu, science d'un tas de trucs, ludothécaire. Sur le coup, vous êtes qui? Alors quand je me suis présentée tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai dit que moi j'étais ludothécaire issue de l'éducation populaire. Donc moi je travaille dans une association. J'ai un statut de salarié associatif. Mais ma ludothèque est financée par la mairie, qui elle-même a signé un contrat avec la CAF, qui elle-même ne reconnaît pas mes publics 3e âge et le public adulte agité par exemple. Donc voilà. Pas de statut, ça veut dire ça. Après, en devenir, on vient d'éditer dernièrement une fiche métier qui est enfin reconnue et écrite par des ludothécaires pour des ludothécaires. Ensuite, il y a des formations que moi je n'ai pas fait, mais que d'autres vont pouvoir vous dire de quoi ça cause. C'est un monde en devenir, le monde des ludothécaires. Et donc vous allez avoir des montages qui vont être variables, qui vont être issus du tissu associatif, qui vont être issus du monde plus administratif, communauté de communes. Voilà, c'est aussi l'une des forces du mouvement des ludothèques, si on peut dire. C'est quelque part sa richesse et sa diversité actuellement. Après, faut gérer. Moi par contre j'étais ludothécaire en milieu associatif avec un DESS en sciences du jeu. Donc voilà. Il n'y avait pas de statut particulier non plus. Moi je bosse dans une ludo qui dépend d'une collectivité locale, une communauté de communes. Du coup le financement est intégralement pris en compte par la collectivité, ce qui est un luxe. Moi pour la première fois de ma vie je suis pas préoccupé par la pérennisation de mon poste, un truc assez incroyable. Donc je peux faire des choses sans avoir le souci du taux de remplissage, de je ne sais trop quel truc. Je peux me permettre de préparer une animation pendant des heures pour 4 personnes. Et c'est super parce que c'est très bien pour ces 4 personnes sans avoir le souci de est-ce que j'ai assez de personnes, est-ce qu'elles vont payer, des choses comme ça. Donc voilà, ce qui est intéressant pour sortir d'une question de rentabilité qui est vite prenante quand on est sur un statut associatif. Souvent on est embêté par ce truc-là, comment j'arrive à faire ce qui me semble pertinent et intéressant pour le public et en même temps comment je rentre des sous. Voilà. Je ne dis pas que c'est la panacée, mais il y a le fonctionnement où moi je me trouve me permet d'être débarrassé de ce petit souci. Oui, peut-être sur les formations. Pour faire très rapide, les premières ludothèques sont arrivées en France en 69. Aujourd'hui, on doit être à 1000, les chiffres de la LF, 1200. Ça veut dire que dans les ludothèques, les personnes qui travaillent dans les ludothèques, on les a appelées les ludothécaires. Mais c'était le mot. C'était le mot parce que la structure s'appelait ludothèque, la personne qui travaillait à l'intérieur ludothécaire, mais le statut professionnel, il n'y en avait pas. Et il n'y en a toujours pas. Donc effectivement, chacun, en fonction de l'organisme ou de l'environnement dans lequel a créé sa ludothèque, avait un statut particulier. Soit un statut public, parce que c'est une ville, une école, une mairie, une collectivité territoriale qui a créé la ludothèque, donc qui met des agents territoriaux en poste, avec un statut soit d'animateur, soit d'agent culturel, mais pas de ludothécaire. Soit un statut privé, moi j'ai les deux, donc je peux en parler. Je suis employeur, j'ai 3 ludothécaires dans mon association qui ont un statut. Dans les mots, c'est ludothécaire, mais qui font partie, eux, de la convention collective en tant qu'employeur de l'animation. Voilà, on trouve après, en fonction de chaque ludothèque, des filières différentes. Là-dessus, les formations au niveau du jeu, il y a le DESS Villetonneuse, en sciences du jeu. Et il y a l'IUT, l'Université de Bordeaux,
licence professionnelle de gestion et d'animation de ludothèque. Et puis vous avez certains diplômes de jeunesse et sport qui ont des spécificités jeux. Donc il n'y a pas une reconnaissance. Le métier par lui-même, effectivement, il y a des élaborations de fiches, des chartes de ludothèque comme celle de Toulouse ou celle de la LF, qui sont des préconisations, qui sont des écrits, qui sont des modes de fonctionnement, qui sont tout ce que vous voulez, mais qui ne donnent pas un statut professionnel. On ne peut pas dire je suis un ludothècaire et un ludothècaire c'est ça. On peut en parler qu'entre nous, mais effectivement ça crée la confusion parce qu'on n'est pas tous sur des statuts, on est tous sur des statuts différents. D'où la nécessité d'avoir élaboré à l'époque la charte nationale des ludothèques et encore la nécessité d'avoir élaboré sur Toulouse une charte, la charte nationale déclinée sur les ludothèques toulousiennes qui permet après de décliner à chacun dans sa ludothèque un mode de fonctionnement et de pouvoir aussi expliquer aux élus ou aux décideurs ou aux partenaires financiers ou comme la CAF ce que peut être une ludothèque et ce qu'on y fait. Voilà, rapidement. Je voulais juste compléter par rapport aux formations. Ce qui est chouette, c'est que l'éventail des formations est en train de se développer. En plus de ce que tu as cité, Yves, il y a aussi la licence professionnelle à Cholet. Il y a aussi une licence à Paris 13 où il y a au niveau du jeu, là où il y avait le DESS de sciences du jeu. Et puis il y a également FM2J, le Ludopole à Lyon qui organise également une formation. Et puis à Paris, qui a ressuscité depuis peu, un BPGEPS, brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport, culture, option ludothécaire. Donc la formation, c'est bien... en France, c'est bien développé. En Belgique, il commence aussi à avoir une formation longue au niveau de ludothécaire. Pour finir, par rapport au financement, quelle chance tu as Arnaud, d'un côté, je suis contente, moi, en tant qu'associative, d'avoir une liberté que certaines ludos n'ont pas au niveau municipal par rapport au marché public. Tu vois, je peux acheter des jeux associatifs, ces montages financiers, c'est bien galère. Bon, avec aussi quelques financements des communes ou des communautés de communes avec lesquelles nous travaillons. Mais bon, c'est beaucoup de boulot et c'est pas ce que je préfère, à vrai dire. Pour compléter totalement sur les formations, le site de l'ALF national et même le contenu de chacune des formations. Voilà. Et oui, juste pour préciser aussi, là on a parlé de l'Hexagone, mais il faut savoir que les ludothèques existent partout dans le monde. Et que régulièrement il y a les rencontres mondiales des ludothèques. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir aussi les formes de professionnalisation et de fonctionnement des ludothèques dans le monde entier. Et là aussi, vous le retrouvez sur le site de l'ALF. Aussi vendre des jeux dans une ludothèque. C'est pas mon activité préférée, c'est pas mon activité principale, mais par contre, pour mes ludo-soirées, je travaille en partenariat avec ma boutique. Et la boutique, en échange de venir et d'animer les tables de jeu, et elle propose de la vente. C'est l'unique occasion et je vois pas sinon l'intérêt de vendre des jeux dans une ludothèque. On est vraiment là pour ouvrir les boîtes, tester et se cultiver en fait. Moi je dépends d'une collectivité, c'est interdit, donc je le fais au noir pour financer le bar secret de la Ludo. Ça reste entre nous. Et c'est pour ça qu'on ne donnera pas l'adresse, parce qu'on se la garde. Avec ça, Bonjour, je m'appelle Laloy Christian, je suis tourneur sur bois. C'est la première fois que je viens dans une de vos réunions. Et je me pose la question, et peut-être que vous pourrez m'y répondre, la frontière entre le jeu et le jouet. Parce que qui est un jeu aussi. Excusez-moi, c'est pas vous qui avez été hébergé par l'espace ludothèque avec des toupies et des pions à mettre dans la toupie? Voilà. C'est vous. Il a l'air super, votre jeu. Oui, mais c'est un jeu ou un jouet? Pourquoi vous posez la question?
parce que je vois les jeux, il y a des règles, tout ça. Bon, la règle n'est pas encore faite. Et je suis complètement ignorant sur ma position, quoi. Non, j'ai envie de dire, un jeu est un jouet. Un jouet est un jeu, pardon. Là, on parle des jeux de société. La différence est très schématiquement, c'est qu'un jeu de société a une règle, un jouet pas forcément. C'est celle que je vois là comme ça, sans trop réfléchir. Et encore, parce que dans le symbolisme, si on voulait en parler, les joueurs entre eux, on les joue entre eux. Il n'y a pas de règle imposée. Ou une règle. Il n'y a pas de règle imposée. Il n'y a pas de règle écrite, en fait. Dans le jouet, oui. Alors que le jeu de société, qu'on appelle jeu de règles, nous, dans notre jargon professionnel, c'est pas pour rien. En fait, il y a aussi le. Ah mais oui. Il y a aussi ce qui diffère. Dans un jeu, c'est les joueurs qui décident. Il n'y a pas une mécanique. Monsieur Christian se posait la question si sa place était là ou que l'objet qu'il a créé. Moi, j'ai envie de lui dire, si on prend plaisir à jouer avec, votre place y est, hein, que ce soit un jeu, un jouet. J'ai joué à un seul jeu, c'est pas le vôtre, mais j'ai vu le vôtre. Et j'ai passé toute ma journée ici. Donc il y a quelque chose, oui. C'est un jeu de société, je pense. Oui, surtout pour préciser que le thème aujourd'hui, c'était la suite de la première partie qui était les objets les jeux de plateau et la vente des créateurs et la vente des jeux de société manufacturés. Mais effectivement, l'objet est un jeu par lui-même. Le jouet est un jeu. Je rejoins Ludo là-dessus. Et vous êtes au bon endroit, hein. Vous pouvez relationner avec tout le monde. Il reste 10 minutes, donc profitez si vous avez envie de partager des choses ou poser des questions. Arnaud, as-tu un mot à ajouter ? Donc pour répondre aussi, comme tu l'as dit, si vous hésitez entre la frontière, le jeu et le jouet, votre objet il est parfait pour les ludothèques, hein, puisqu'on intègre tout. Oui, moi je vais dire à peu près la même chose, mais je vais le dire quand même. Je trouve que c'est plutôt intéressant de se poser cette question, de trucs qui apparaissent nulle part, et c'est beaucoup plus rassurant d'entendre une question comme ça que d'avoir quelqu'un qui dit « Je vous ai pondu un jeu, vous pourrez le classer à tel endroit, c'est pile poil entre tel jeu et tel jeu, tel format, tel âge, les gens qui ont joué 17 parties à ce jeu-là vont le trouver génial. » Moi je trouve que ces machins, trucs là, il y en a qui avaient parlé d'Olni, d'objets ludiques non identifiés. Je trouve que c'est ça qui va nous faire plaisir et qu'on va sortir en ludothèque, c'est d'aller chercher ça. Après, les jeux formatés, il y en a pas mal, ils sont plutôt pas mal, hein. Ils sont bien faits, ils sont bien lissés. J'adore faire des parallèles à 2 balles, hein. Donc c'est comme le Goncourt, il y a plein de bouquins qui vont postuler au Goncourt et qui sont formatés pour le Goncourt, pour la rentrée littéraire. Mais ce qui est bien, c'est le bouquin qui sort en dehors de la rentrée littéraire, chez un éditeur qu'on connaît même pas et que on va trouver chez un petit libraire. Et ben là, je trouve que notre truc de bibliothécaire, c'est aussi ça à un moment. On a le lien aux éditeurs qui font un travail de qualité, mais aussi on a la chance d'avoir du temps de se trimballer dans les endroits, d'aller voir celui qui n'a pas l'air d'avoir le profil comme d'habitude de vendeur de jeux, le créateur fou, je dis ça. On se comprend. Et c'est ça, voilà, le truc, c'est de se faire plaisir à ces rencontres-là. Et nous, on a un rôle un peu de passeur, parce que moi, je suis le seul, je crois, j'ai pas fait le tour du hall aujourd'hui, mais je suis le seul de mon département aujourd'hui. Donc, c'est bien que je rencontre des gens qui amènent des jeux différents pour ramener ça après chez moi. Et tout ça, c'est sûr que ça sera moins visible que la sélection des jeux qui se vendent pas trop mal, vendus par une enseigne de jouets plus ou moins spécialisée. Donc voilà, je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais moi ça me conforte dans l'intérêt qu'il y ait des espaces où on se croise avec des... Puis qu'on s'appelle créateur de jeu ou pas, qu'on sait pas comment on s'appelle, ou ludothèque, ou on sait pas si on s'appelle ludothèque, on s'en fout un peu en vrai. En tout cas, moi, c'est pas mon vrai problème. Donc moi je vous propose, puisque nous sommes 4, de conclure par vos impressions, parce que nous avons partagé, enfin nous avons suivi la conférence de ce matin, et nous avons un retour sur cet après-midi. Alors je vais commencer, si vous voulez, par le ressenti que j'ai de tout ce qui a été débattu, et je vais encore repleurer sur mon sort.
Mais c'est vrai que par expérience, le monde du jeu a énormément évolué. Et c'est vrai qu'on retrouve... D'ailleurs, il y a eu des prix Nobel qui ont été donnés, notamment en économie, sur la théorie des jeux. C'est pour vous montrer que le mot jeu existe, mais il couvre des tas de champs. Et le jeu, c'est aussi le jeu, la personne. Et on s'en rend compte tous les jours dans les ludos. On a vu aussi que les créateurs étaient des personnes et que ce qui était le moteur de leur création, même si l'on dit à mots feutrés, c'est leur envie, c'est leur plaisir. Sorti de là, on sera toujours dans le jeu. Et effectivement, quand on parlait de votre toupie, rien que de l'avoir tourné, rien que de voir les personnes qui vont qui vont avoir des attitudes qui explosent de plaisir, on est dans le jeu. Et cette notion de plaisir, au-delà du jeu, on la retrouve aussi dans nos activités sociales, dans la politique, dans le monde entier, dans les médias. Et c'est pour ça que le jeu est universel et qu'on le retrouve partout. Donc les créateurs de jeux, ce matin, c'est aussi des personnes qui sont plus ou moins aussi dans leur jeu, mais qui commencent à s'ouvrir grâce aux associations, grâce aux ludothèques, grâce au festival. Ça veut dire qu'un jour, le jeu va encore déborder de là, et c'est aussi la présence de vous. Et il y a de plus en plus d'institutions, de médiathèques, qui viennent nous interroger sur le jeu. Hein, des institutions qui n'étaient jamais venues forcément nous interroger sur ce qu'on faisait. Je pense notamment, pour ma part, au ministère de la Justice et par le biais des PJJ et des centres pénitentiaires. Sur le handicap, c'est de plus en plus de demandes. On a évoqué le troisième âge. Le troisième âge est de plus en plus demandeur. Mais ça veut dire aussi que c'est des prescripteurs d'achat pour la famille, pour tous. Et moi, je suis de plus en plus surpris aussi par le troisième âge, quand on a des rencontres intergénérationnelles, et ça, on le trouve pas que dans les ludos, mais les ludos y contribuent forcément. Le moteur, l'aptitude des joueurs, des enfants joueurs, vis-à-vis de ce qu'ils peuvent entraîner chez l'autre personne, le jeu a là son rôle de média total, sans que nous intervenions. Ça veut dire que les personnes qui viennent, qui ont un certain âge, ont besoin de repères, de jeux qu'ils connaissent. Les gamins arrivent avec, vous allez au stand à bas, vous prenez un jeu que le gamin préfère, son jeu à bas. Il est capable d'expliquer la règle, de faire jouer, de mettre en relation toute une tablée. Mais encore faut-il avoir été formé, connaître les jeux, avoir, dans notre métier de ludothécaire, la possibilité de pouvoir personnelle, de pouvoir avoir les aptitudes à se mettre en retrait, à observer et à laisser faire la magie du jeu. Et les réflexions et les questions qu'on se pose ici, pour moi, ça fait... Voilà, ça me crée du plaisir, c'est presque c'est ludique aussi, et ça fait avancer le concept de jeu qui, pour moi, est toujours en évolution. Et bon, on se reverra dans quelques années pour faire le point, pour savoir où on en est. Moi, j'ai envie de vous donner rendez-vous dans les ludothèques les plus proches de chez vous. Et puis, il y a aussi une date qui arrive là prochainement qui est très très importante. Hein. C'est le 25 mai. C'est la fête mondiale du jeu, partout dans le monde. Il y a je ne sais plus combien de pays qui y participent. Et toutes les ludothèques dignes de ce nom l'organisent. Alors, c'est pas que du jeu de société. C'est du jeu sous toutes ses formes, partout, gratuit, pour tous. Et il faut y aller. Voilà. 25 mai donc. Moi, je suis super content qu'on a pu discuter, je sais pas, 1 heure ou 2, je sais pas très bien. C'est 1h30 sans avoir besoin de se justifier sur notre pertinence et notre existence. C'est hyper rare. On pourrait s'en féliciter parce que on a cette fâcheuse tendance à vouloir persuader les autres que notre existence est vraiment importante et que le jeu est très important dans le développement de l'enfant. Et c'est hyper agréable de parler 1h30 sans dire ça. Voilà, merci à vous. Eh bien, merci à vous. Je crois qu'on arrive à la fin. Yves, merci à toi pour avoir animé ce débat. Et merci à vous. Maintenant, allez jouer, hein, c'est le seul mot que j'ai envie de vous dire. Et prendre du plaisir.